Bienvenue à Scarbeck, à 2 pas de la RTBF. Ici, un établissement scolaire communal très réputé pour son ouverture d'esprit. Il comprend 3 niveaux d'enseignement, le maternel, le primaire et le secondaire. En ce début d'année scolaire et universitaire, Question à l'Une joue les inspecteurs de notre enseignement et se permet même de le comparer avec d'autres beaucoup plus performants. Voyez notre sommaire. En communauté française de Belgique, plus de la moitié des élèves auront doublé au moins une fois avant la fin du secondaire. Un taux d'échec scolaire énorme qui dépend beaucoup de l'origine sociale. L'influence de l'origine socioculturelle sur le score des étudiants est particulièrement puissante. En principe, toutes les écoles sont censées donner un enseignement de la même qualité. Sur le terrain, les différences sont considérables. Si je l'ai inscrite ici, c'est en espérant qu'il n'y ait pas ce nivellement vers le bas. Alors, notre enseignement est-il discriminatoire? Ce sera notre première question. Deuxième question, l'école de la réussite est-elle possible? En Finlande, le système scolaire est complètement différent du nôtre, quasi pas de redoublement et des élèves très performants. Tous les gens qui viennent à l'école vont réussir l'école. Toutes les écoles se valent, aucun élève ne peut être à la traîne et pourtant le budget de l'enseignement n'est pas plus élevé que le nôtre. Alors, quelle est la recette? L'enseignement en communauté française n'a pas à être fier de son bulletin scolaire. Selon une enquête internationale, notre système d'éducation est le plus discriminatoire de tous les pays industrialisés. Chez nous, à 15 ans, un quart des élèves n'atteignent même pas le niveau de dernière année primaire. Et entre les écoles d'élite et celles qu'on qualifie pudiquement de difficiles, le fossé ne cesse de se creuser. C'est pourquoi Julie Morel et Natacha Maas sont enquêtées dans 2 écoles. Elles sont très proches géographiquement, mais vous allez le voir, c'est comme si nous avions filmé 2 planètes différentes. Ce n'est pas une surprise, depuis des décennies, toutes les enquêtes confirment cette situation. Loin d'être un ascenseur social, notre système d'enseignement ne fait que reproduire les inégalités criantes de notre société. D'où notre question, échec scolaire. Notre enseignement est-il discriminatoire? Je vais vous remettre les signes tangibles de votre réussite. Merci. Quelle école avez-vous choisi ou choisiriez-vous pour votre enfant? Ont obtenu le CESS et le certificat de qualification Sabine Akbar. Parce qu'intuitivement, vous le savez, toutes les écoles ne donnent pas les mêmes chances, les mêmes savoirs. Chamboaline. Hicham El-Manti. Différence de prestige, de fréquentation, différence de carrière pour les anciens élèves. Bart Roxane. Souhaïla Sedi. Voilà pour les impressions, mais on peut aussi comparer le niveau de nos écoles de manière tangible, et ce grâce à la fameuse enquête PISA. Kok Chanvo. Deschamps-Quentin. À l'université de Liège, Dominique Lafontaine était responsable de cette enquête PISA. Elle a constaté que les performances des élèves dépendaient beaucoup de l'établissement qu'ils fréquentaient. Si on prend nos meilleures écoles, elles peuvent rivaliser avec les meilleures écoles de la plupart des pays de l'OCDE participant à PISA. Très clairement, il y a des écoles qui sont aussi performantes que les meilleures écoles de Flandre, que les meilleures écoles de Finlande qui étaient en tête du classement PISA. Par contre, ce qui est évidemment beaucoup plus inquiétant, c'est qu'à l'opposé du spectre, les écoles les plus faibles ont tendance à être vraiment très très faibles, et parmi les plus faibles de l'ensemble des pays de l'OCDE. Un quart de nos écoles obtiennent de très bons résultats, un quart de très mauvais. Notre enseignement offre le visage le plus disparate, le plus inégalitaire de tous les pays industrialisés. Et c'est ce qui nous amène à poser cette question. Notre enseignement est-il discriminatoire? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons convaincu 2 établissements du nord de Bruxelles de nous ouvrir leurs portes. Ça n'a pas été chose facile. Ce sont 2 établissements très différents qui n'ont pas été testés par l'enquête PISA, mais leur profil correspond en tout point aux écoles du haut et du bas de classement. Nous avons délibérément choisi 2 écoles du réseau libre pour vous montrer que le réseau n'est pas l'élément qui fait la différence entre écoles. Nous sommes à Jette, environnement agréable pour un établissement qui a la cote. Le Collège Saint-Pierre est une des plus grosses écoles du nord de Bruxelles, sans doute celle qui a la meilleure réputation. Pour y être scolarisés, certains sont prêts à faire plus d'1 demi-heure de route tous les matins.
Changement de décor, Laken, à peine 2 kilomètres plus loin. C'est assez clair, le quartier est moins favorisé, ses établissements scolaires aussi. Le collège de la Fraternité est d'ailleurs une école à discrimination positive, ce qui signifie qu'elle reçoit des moyens supplémentaires parce qu'une bonne partie de sa population est fragilisée. Saint-Pierre, 8h30, comme chaque matin, l'éducateur fait le tour des classes. Bonjour, excusez-moi, y a-t-il des absents? Aurélie, oui. C'est tout, ok. Est-ce qu'il y a des talons à me remettre? Il n'y a pas besoin de parler pour ça, s'il vous plaît. Merci, vérifiez que ce soit bien signé. Les règles de l'école semblent intégrées par tout le monde, aussi strictes soient-elles, peu d'élèves y dérogent. Lionel, qu'est-ce que j'ai demandé? Je fais -2 à carré au carré. Vas-y. On prend un fluo, on souligne, on met des points d'exclamation car on connaît à partir d'hier, des gens devaient la connaître, la formule. Toi, on t'avait dit c'est une bonne école, le collège Saint-Pierre? Oui, je me suis fait conseiller par des amis, quoi. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que c'était une école avec un niveau assez élevé, il faut bien suivre et tout. Il faut que les parents soient souvent... Enfin, il faut qu'ils soient là aussi pour un peu aider. Et bon, voilà, quoi, c'est une bonne école. Collège de la Fraternité, classe de 5e technique, section animation. Ici, le cours commence alors qu'un tiers des élèves manquent à l'appel. La semaine passée, vous vous souvenez, on a lu un texte. Alors, qui se souvient? Toc en stock. J'aimerais bien que tu arrives à l'heure, tu le sais. Merci. Alors. Bon. Alors, donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un TOC? Donc, vous avez dit. Alors, on va noter ça. Bonjour, Roxane. Les retardataires arrivent au compte-gouttes. Pas évident pour le prof de capter l'attention de ses élèves dans ces conditions. Alors, pouvez-vous me dire ce que veut dire le terme incongruité? Incompris? Quelqu'un d'incompris, je sais pas. Un sentiment d'incompréhension. D'accord. Je sais pas, moi. Incongru, voilà qui qualifie bien aussi l'arrivée de Fatima. Le cours est quasi fini. C'est lundi matin et je n'ai pas pu me réveiller parce que j'ai dormi tard. Ici, normalement, après 3 retards, on a une retenue. Moi, j'ai déjà eu au moins une 20aine de retards. J'ai jamais vu de retenue venir. J'espère que ça va pas venir maintenant. Mais voilà, quoi. Donc, c'est strict tout en étant laissé aller par rapport à d'autres écoles qui vont tout de suite vous donner des retenues, ce genre de choses, quoi. En fait, tu étais à Saint-Pierre l'année dernière. Il y a 2 ans, j'étais au collège Saint-Pierre, oui. Et là-bas, c'est... Comme je viens de dire, c'est les petits moutons, il faut tout suivre, sinon vous êtes sûr que vous pouvez partir. On m'avait même mis dans mon journal de classe que je ne correspondais pas au profil psychologique du collège Saint-Pierre. 2 écoles proches géographiquement, mais 2 univers très éloignés. Quelques heures suffisent pour s'en rendre compte. Les profs de ces 2 établissements ne font pas le même métier, l'implication de leurs élèves n'est pas la même, l'implication de leurs parents non plus, et c'est pourtant un facteur essentiel de réussite. Je viens d'une famille où on vit à 4 avec juste ma maman. Et bon, quand vous avez 4 enfants, c'est pas toujours si facile pour la mère et pour les plus grands aussi, puisque les 2 autres sont plus petites. Donc c'est vrai que c'est plus stressant parce qu'on veut aider la maman et tout ça. Tu as l'impression que ça empiète parfois un petit peu sur le travail que tu dois fournir à la maison pour l'école? De temps en temps, oui, parce que je suis fatiguée de m'occuper d'elle. Donc après, tout ce que j'ai envie, c'est de faire une pause, m'asseoir dans mon fauteuil. Donc c'est vrai que des fois, je suis plus fatiguée pour pouvoir travailler pour l'école, ça c'est vrai. Oui. Les difficultés des élèves, les profs y sont sans cesse confrontés. On a vraiment l'impression que c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout amenés à être accompagnés par les parents. Et notamment, on le voit dans les travaux à domicile. Bien souvent, ils ne les rendent pas. Ou alors ils les rendent avec 1 semaine ou 3 jours ou 5 jours de retard. Je pense en fait qu'on peut parfois jouer le rôle du père, en tout cas par rapport aux résultats scolaires. C'est-à-dire quand ça ne va pas, peut-être prendre la peine d'être avec eux, comme peut-être nos propres parents le faisaient avec nous, sachant qu'eux n'ont peut-être pas cette chance-là. Et il n'y a pas que dans la difficulté, il y a aussi dans la récompense. Rares sont ceux qui ont cet encouragement à la maison, parce que la chose scolaire n'est pas une priorité dans bien des familles, malheureusement.
lorsque rien ne se passe dans l'obscurité, mais le niveau, lorsque la température augmente, la quantité des végétaux aquatiques sert le nombre de mouvements. Tu passes combien de temps par jour pour travailler pour l'école? 1h30, 1h45. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Mais ça ne te dérange pas apparemment? Bah, non, enfin, si c'est pour réussir, hein, c'est mieux d'étudier et puis d'être cool pendant ses vacances que d'avoir des examens de passage. Vous êtes content de cette école? Vous avez l'impression qu'elle convient bien à vos enfants? Excellemment bien. Le niveau scolaire correspond à notre philosophie, à ce qu'on attend d'un collège. On dit que c'est une école exigeante. C'est une école qui demande du travail et de l'implication de la part des enfants et eux le font, jouent le jeu. Mais le jour où Gauthier ou Camille ne correspondent plus à cette élite de l'école, libre à eux de changer d'école. C'est pas une obligation d'être là. Ça correspond aujourd'hui à ce qu'ils attendent de l'école. Explique-moi ce qui se passe. Est-ce problématique d'avoir des publics aussi homogènes sur le plan socio-économique? Dans une certaine mesure, c'est peut-être inévitable. En revanche, il est inacceptable que les niveaux scolaires soient aussi différents d'une école à l'autre. Une des missions de l'école n'est-elle pas de donner des chances égales à chacun? Cette question est au centre des recherches de ce spécialiste de l'éducation. On peut constater qu'en Belgique francophone en particulier, l'influence de l'origine socioculturelle sur le score des étudiants est particulièrement puissant. Et il est plus fort que dans la plupart des autres pays étudiés à travers cette enquête PISA. Est-ce que ça veut dire qu'un élève issu d'un milieu assez défavorisé a finalement très peu de chances d'avoir des bons résultats? Ça veut dire en tout cas que sa probabilité d'avoir des bons résultats à l'enquête PISA, mais aussi d'avoir un parcours scolaire ambitieux, est plus faible chez nous. Pour donner un autre indice de ce qui se passe, le pourcentage d'enfants issus de milieux défavorisés qui accèdent à l'université est très bas. Et il est plus bas que dans la plupart des pays voisins. Alors comment expliquer ça? Quelles sont les causes de ce qu'il faut bien appeler une discrimination? Nous sommes ici au cœur du débat. En principe, les élèves ont accès à toutes les écoles, quelle que soit leur origine, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Dès l'inscription, le fossé entre établissements se creuse. Au collège Saint-Pierre l'an dernier, le directeur a dû refuser 400 élèves. Déception pour les parents, mais pas vraiment de surprise, car la couleur est affichée dès l'entrée. Il n'y a plus de place jusqu'en 2010, en tout cas tant que le décret inscription n'est pas d'application. Vous les avez inscrits combien de temps à l'avance? Pour ma fille, je l'ai inscrite quand elle était en 4e primaire et pour mon fils quand il était en 3e primaire. Nous sommes dans une société où malheureusement on se rend bien compte qu'il y a des gros problèmes de chômage, qu'on soit diplômé ou pas. Et qu'en tant que parent, je pense que c'est stressant d'imaginer un avenir où notre enfant devra se battre pour avoir un emploi. Alors, quelque part, on essaye qu'ils soient, je dirais, éduqués ou du moins drillés à travailler et de mettre toutes les chances de leur côté. Le stress des parents, le goût de la performance, avec ces ingrédients, on en arrive aujourd'hui à des situations aberrantes. Ainoa a 2 ans et ça fait plusieurs mois qu'elle est inscrite à l'école primaire. Pour 2011. Les meilleures écoles sont justement celles qui sont les plus convoitées. Je pense qu'ici, les écoles où il y a des places libres, ces écoles où va tout le monde. Et vous n'avez pas envie qu'elle aille là? C'est malheureux à dire. Non, j'ai pas envie. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, pour ma fille, je cherche quelque chose de le meilleur, quoi. Parce qu'après tout, la culture, c'est ce qu'il y a à la base. C'est comme une maison, hein. Il faut mettre les bons pour fonder une maison. Mais quitte à s'y prendre alors 4 ans à l'avance pour l'inscrire en primaire. C'est une obligation. On est obligé. Ce discours-là, le directeur du collège Saint-Pierre le connaît par cœur. C'est vrai que nous avons beaucoup de demandes d'inscription, mais les parents qui, en tout cas, s'y prennent à temps, eh bien, ils peuvent inscrire leur enfant ici. Donc, le seul critère pour nous, au niveau des inscriptions, c'est le critère chronologique. Donc, premier venu, premier inscrit. Mais c'est vrai que des parents qui se renseignent 2 ou 3 ans à l'avance, eh bien, c'est plutôt des parents qui vont suivre leur enfant. Ça, c'est vrai. Et donc, je pense que la sélection, elle se fait plutôt comme ça.
Ça veut dire qu'on ne regarde pas le bulletin, par exemple, pour inscrire l'enfant Non, non, donc je regarde bien entendu le bulletin de chaque élève que j'inscris, mais c'est pas parce qu'un élève va se présenter avec 60% en 6e primaire que je ne vais pas l'inscrire. C'est vrai aussi, pour être tout à fait honnête, la majorité de nos élèves que nous inscrivons en première sont des élèves qui ont de bons résultats. Pas de sélection à proprement parler pour trier les élèves. Comment expliquer alors que la mixité ici ne soit pas plus large? Est-ce que certains parents s'autocensurent ou craignent la confrontation sociale? Quoi qu'il en soit, le fait est là, l'écrémage se fait dès l'inscription. Le collège de la Fraternité est lui aussi sollicité. Mais ici, on inscrit même après la rentrée et on ne refuse personne par manque de place. Contrairement au collège Saint-Pierre, les élèves qui se présentent ne sont pas toujours ceux qui ont les meilleures notes, loin de là. Il est clair que nous avons des élèves qui ont le certificat d'études de base qui arrivent ici et qui savent à peine lire, parler correctement et faire une addition, une soustraction. Ça, c'est clair. Et nous ne pourrons pas les refuser sur base des résultats scolaires. Hein, c'est la loi. Les parents souhaitent tous le meilleur pour leurs enfants. Le problème n'est pas là, mais ils ne sont pas tous informés de la même manière. Et vous vous êtes posé la question avant de l'inscrire ici, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise école dans laquelle j'inscris ma fille? Voilà, dès l'établissement, on m'a bien indiqué que c'est une bonne école. Et par rapport à notre logement aussi, c'est pas loin non plus. Bon, j'ai pas trop posé de questions, sincèrement. Le collège de la Fraternité a connu des faits de vandalisme à répétition. Conséquence, ces grillages aux fenêtres. Mais au-delà de ça, une réputation entachée. Quand vous dites à l'extérieur que vous êtes dans ce collège, qu'est-ce que ça suscite comme réaction en général? C'est pas de bonnes réactions des gens. Suite au vandalisme qu'il y a eu les années suivantes, enfin précédentes. Donc voilà, donc pour l'instant, je pense pas qu'on a une très bonne réputation de ce collège. Et tu as l'impression que ça fait que des bons élèves, peut-être de milieux assez favorisés, ne voudraient pas venir dans cette école? Oui, parce que la réputation joue beaucoup. On préfère aller dans des écoles plus, on va dire, de Bourges. Ils s'imaginent que c'est sûrement comme la fréquentation n'est pas bonne, alors le niveau n'est pas bon. À juste titre, ces élèves pensent que le niveau est le même partout et c'est normalement ce que devrait garantir notre système. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Un détail révélateur, nous n'avons trouvé ici aucun prof dont les enfants sont inscrits dans l'école. Nous n'en avons trouvé aucun non plus qui ait souhaité l'expliquer face caméra. On va observer en Belgique francophone ce qu'on appelle souvent une adaptation de l'école à son public. Et donc finalement, des objectifs pédagogiques qui sont très différents d'une école à l'autre. Donc chaque école finalement crée sa niche pour attirer aussi un public différent. Mais dans une certaine mesure, ou pour attirer un public différent, ou pour aussi se protéger des effets de la concurrence. Vous avez vu le mode de financement qu'on a en communauté française de Belgique. Le financement d'une école va dépendre du nombre d'élèves scolarisés. Ça pose des problèmes importants au pouvoir organisateur, qui ont un emprunt à assumer, qui ont un certain nombre d'enseignants qu'ils aimeraient bien garder dans l'école. Il y a une pression qui est exercée sur l'établissement. Les écoles trouveraient donc un intérêt à se distinguer les unes des autres. Le titre de cette partie du cours, ça pourrait être Structure, peinture et littérature. Porte Douteil, Marcel Duchamp, 1964. Qui trouve que c'est de l'art? Pour moi, il est parti d'un objet tout à fait banal. Et en le sortant de ce contexte, il y a une démarche artistique. Entrer au collège Saint-Pierre est une chose, y rester en est une autre. Ici, le rythme est soutenu et quand l'élève ne suit pas, on ne le retient pas. On était une vingtaine à venir ici en première. Je pense qu'on n'est plus que 5-6 de mon école primaire. Et les autres, au fil des années, ils avaient envie de lâcher pour eux-mêmes ou bien les profs les ont fait remarquer que si ça continuait comme ça n'irait pas dans 1, 2, 3 ans. Ils ont décidé que la pression d'étudier ne valait pas leur confort.
Un peu plus de 8 mètres d'élèves en première année, autrement dit 260 élèves. Quand on est en réto, ils ne sont plus que 143, autrement dit un peu plus de 4 mètres. Et quasi aucun nouvel élève ne s'est inscrit après la première année. Si on est au collège de la Fraternité, on n'est pas du tout dans la même configuration. Il y a beaucoup d'élèves qui partent, oui, mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent et qui viennent souvent d'autres écoles où ils ont vécu un échec. Si on analyse avec eux leur parcours, on se rend compte que c'est peut-être le 4e choix, c'est la 4e fois qu'ils changent d'école. Et effectivement, parfois des élèves débarquent d'une autre école avec éventuellement un parcours un peu chahuté. Et les premiers mois, effectivement, parfois, il est nécessaire de les recadrer parce qu'ils ont été probablement habitués à un certain laxisme ou alors ils pensent qu'ici, puisque nous sommes une école à discrimination positive, ils peuvent justement se permettre ce laxisme. Il faut savoir qu'à la Fraternité, c'est près de la moitié de la population scolaire qui se renouvelle chaque année. En résumé, d'un côté, on a une école avec un système pyramidal où seuls restent les meilleurs et de l'autre, une école dont la vocation est d'accueillir indistinctement tous les publics. Comment imaginer dans ces circonstances des niveaux scolaires similaires? Nouvelle grosse différence entre nos deux écoles et autres moteurs de sélection, les options et les filières que proposent les écoles. Bonjour à tous et à toutes. Vous savez, vous êtes en 2e S, vous avez fait 3 années dans le degré, donc systématiquement, maintenant, quels que soient vos résultats, vous allez passer en 3e. Pour celles et ceux dont, je dirais, les performances, les résultats scolaires sont moins bons, là, leur seule possibilité sera de poursuivre dans l'enseignement professionnel. Mais vous verrez... On comprend ici que pour la plupart, aller en professionnel est un choix par défaut. Ils ont 13 ans à peine et c'est un virage déterminant pour eux qui s'opère. Un virage pour la vie vers une voie que la plupart considèrent pourtant comme peu valorisante. Y a-t-il des questions à poser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour trouver une bonne école? Trouver une bonne école. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une bonne école? Non, mais je sais pas, un niveau plus haut, je crois. Mais tu es dans une école qui a un niveau très haut. Il y a, je crois, à un moment donné, une erreur, une étiquette qu'on met sur des écoles qui se trouvent dans certains quartiers où on dit que ce ne sont pas des bonnes écoles. Alors, je peux vous dire que récemment, j'ai eu les résultats de 2 élèves qui étaient sortis de 6e générale de transition chez nous et qui avaient réussi leur première année à l'université en pharmacie. Dans cette classe, la plupart feront seuls leur choix d'option ou de filière. Au collège de la Fraternité, les profs ont renoncé à convier les parents pour les informer. Ils étaient trop peu nombreux à se déplacer. Bonjour. Bonjour. Contraste au collège Saint-Pierre, à peu près tous les parents ont répondu présent pour ces entretiens concernant le choix d'option. L'orientation Gauthier pour l'année prochaine, ou est-ce qu'il est déjà décidé au niveau de la grille à choisir On en a discuté avec lui et Gauthier s'oriente latin. Il n'a pas envisagé un autre choix que de continuer en latin. Petite précision d'importance, le latin est une option que Gauthier n'aurait pas pu suivre s'il avait été au collège de la Fraternité. Le choix des options n'a rien d'anodin, plusieurs études l'ont mis en évidence. Le contenu des études secondaires va significativement influencer le parcours dans le supérieur. Parmi les élèves qui ont suivi la filière latin-maths, c'est un exemple parmi d'autres, on sait que 6 sur 10 vont aller à l'université. Et ce chiffre passe à 8 sur 10 si ces élèves n'ont jamais redoublé et si la mère a un diplôme de l'enseignement supérieur. Illustration de ces chiffres, de ces études, dans une classe de 6e latin-maths. Tu as des idées précises, toi, pour l'année prochaine? Oui, très précises, puisque j'ai envie de faire Solvay. J'aimerais bien entamer des études d'ingénieur civil. Moi, je vais faire des études de logopédie en haute école, donc. J'aimerais commencer des études de classique avec sciences politiques. Je vais faire médecine. Au collège de la Fraternité, ils ne seront que quelques-uns à s'inscrire à l'université ou dans le supérieur, mais d'expérience, ce professeur sait qu'ils ne seront pas nombreux à réussir. Elle se bat pour leur faire comprendre qu'ils sont capables du meilleur, mais ça n'empêche pas les doutes. Est-ce que vous avez l'impression que les élèves qui sortent de cette école ont les acquis suffisants pour réussir un parcours dans le supérieur, notamment à l'université ? Je ne peux pas répondre vraiment par un oui ou par un non, parce que les acquis, ça peut
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce qu'ils savent, je pense que ça pourrait suffire. Mais le problème, c'est plutôt le fait qu'il faut travailler fort. À l'Université libre de Bruxelles, Cécile Moucheron est responsable des relations avec l'enseignement secondaire. Une position privilégiée donc pour observer le marché scolaire et les différences de performance entre écoles. Le taux de réussite moyen pour les étudiants de première génération, donc ceux qui arrivent à l'université, est légèrement inférieur à 40%, mais on a des écoles qui finalement obtiennent un taux quasi double de celui-là, et d'autres malheureusement qui obtiennent un taux de réussite de 0%. Est-ce que d'une école à l'autre, il y a parfois de grosses différences d'intérêt des élèves par rapport au parcours et au cursus universitaire ? Oui, il y a manifestement des écoles pour lesquelles à la fois le préfet, mais aussi la famille, l'ensemble du milieu, je dirais, exerce une pression dans un sens ou dans l'autre. Dans certaines écoles, la pression est « fais l'université, mon grand ». Dans d'autres écoles, à l'inverse, l'université n'est pas pour toi. Et c'est aussi un peu notre rôle de leur montrer, aux uns comme aux autres d'ailleurs, qu'il y a différents mondes et de les ouvrir, je dirais, aux différentes possibilités. Le parcours universitaire, la plupart de ces élèves de professionnels ne l'ont même jamais envisagé. De la fumée continuait mercredi matin à s'échapper des wagons incendiés. Des fourgons funéraires avec les opérations en combinaison blanche attendaient à proximité de la masse de ferraille. De l'amas de ferraille, pardon. La lecture n'est pas toujours très fluide. Ces élèves ont pourtant presque tous dépassé les 20 ans. D'échec en échec, ils ont glissé d'une filière à l'autre, le plus souvent sans assimiler les acquis nécessaires. Moi, j'ai fait ma première jusqu'à ma troisième en général. C'est pas très bien passé, donc je suis passé de général en technique. Et là, je suis passé en gestion. Et j'ai fait une année, donc jusqu'à ma quatrième. Et de là, ça n'a toujours pas été. Et de là, je suis venu ici, au fait. Tes résultats ne te permettaient pas de continuer dans le général? Si, je pouvais continuer. J'ai eu mon CEB, etc. Mais non, je voulais continuer en professionnel. Et en faisant le général, tu ne t'es pas dit que ça te mènerait peut-être plus loin pour avoir un travail? Si, mais en fait, c'est en écoutant les gens. Il y a plusieurs personnes qui vous disent général, après tu es obligé de faire des années supérieures. Et moi, c'était pas trop mon truc. Comment est-ce que ça se fait que tu étais si convaincu que les études, c'était pas ton truc? En fait, j'ai fait la bêtise d'écouter les gens, tout simplement. Ça veut dire que tu regrettes un peu maintenant? Un petit peu, ouais. Ce phénomène de relégation ne touchera pas tous les milieux sociaux de la même manière. Sur 100 élèves, si on regarde le parcours des 10 élèves les plus favorisés, 8 sur 10 sont dans l'enseignement général. Face à l'échec, ces élèves auront tendance à redoubler. Parmi les 10 élèves les moins favorisés socialement, un seul fait tout son parcours dans le général. Tes parents, ils font quoi en fait? Ma mère, elle est au chômage et mon beau-père, il est employé. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu de faire pour la suite? Je sais pas. Je termine, j'ai mon diplôme et puis je cherche un travail. C'est tout. On n'est pas assez ambitieux pour tout le monde. Et pour être ambitieux pour tout le monde, c'est prendre aussi au sérieux le terme de tronc commun. C'est-à-dire un tronc commun, c'est des objectifs qui devraient être atteints par tous les élèves. Les grilles horaires, qui sont celles qu'on va trouver aujourd'hui dans l'enseignement professionnel de qualification, sont des grilles horaires qui sont, à mon sens, trop peu ambitieuses par rapport à une formation générale, une culture française, une culture mathématique, un minimum de connaissances par rapport à une langue étrangère. Et donc, il n'est pas tellement étonnant de constater ensuite qu'à une épreuve externe comme PISA, ces élèves ont des scores qui sont extrêmement bas. Ce parcours chaotique, certains le termineront même sans diplôme. Le chiffre est étonnant mais bien réel. En communauté française, 1 jeune sur 3 quitte les bancs de l'école sans diplôme du secondaire. 1 sur 3 terminera avec un diplôme du général, le 3e avec un diplôme du technique ou du professionnel. % d'élèves qui ne s'intègrent pas dans le système scolaire, la ministre de l'Enseignement connaît le chiffre. Notre enseignement est discriminatoire, elle le reconnaît. Il y a vraiment un gros travail à réaliser pour, je dirais, corriger notre système scolaire et faire en sorte que
il soit, je dirais, de qualité pour tout le monde et que ces 30% trouvent enfin leur place dans notre système scolaire eux aussi. Alors il faut savoir que notre système est un des systèmes qui est les mieux financés et donc ce n'est pas une question de financement de notre système scolaire, mais c'est un système qui est très libre dans son organisation. Et il y a une espèce de marché qui s'organise au sein de la communauté française en fonction des options offertes, en fonction des, je dirais, critères de sélection des directeurs d'école, qui fait que les populations se dualisent très très fort. Marie Arena estime donc qu'il faut réguler le marché scolaire. On ne peut pas décréter la mixité sociale, on peut l'inciter, effectivement, cette mixité. On a beaucoup parlé de l'inscription. On s'est rendu compte que certaines écoles sélectionnaient les élèves et faisaient en sorte qu'elles ne se retrouvent qu'avec des élèves sans aucune difficulté sur leurs apprentissages. Notre objectif, c'est de dire aux parents, vous allez avoir le droit, parce qu'il va y avoir une date de début d'inscription qui sera la même pour tout le monde. Tous les parents auront cette information en disant, à partir de cette date, vous pouvez inscrire votre enfant dans l'école de votre choix. Une mesure parmi quelques autres et qui ne fait pas l'unanimité. Le représentant du Réseau Libre refuse que l'école porte la responsabilité des inégalités. Il me paraît établi que la société est devenue beaucoup plus inégalitaire depuis une trentaine d'années et qu'il ne faut pas s'étonner que le système scolaire ait été influencé par cette évolution perçue dans la société. Mais donc ce n'est pas le système scolaire qui produit les inégalités de la société, mais les inégalités produites dans la société se reflètent dans le système scolaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui réguler de manière plus volontariste le marché scolaire? Mais si l'idée est de réguler les flux de population scolaire, la question est assez rapidement renvoyée aux parents. Est-ce qu'on pense aujourd'hui, en communauté française de Belgique, que les parents souhaitent voir réduire la liberté de choix d'établissement pour leurs enfants? Moi, je pense que politiquement, la question est en fait réglée. En fait, tant que la mixité est une notion théorique, tout le monde y est favorable. Mais dans la pratique, peu de parents sont prêts à renoncer à leurs droits pour y arriver. Je pense que l'idée est intéressante, mais je crois qu'elle n'est pas applicable pour la simple raison que des êtres humains se regroupent en personnes qui se ressemblent. Et vous pouvez tout mélanger au départ, au fil des années. Je suis vraiment persuadé que cette mixité n'aura de nouveau plus lieu. Au Collège Saint-Pierre, de nombreux parents ont signé la pétition contre le décret inscription parce qu'ils ne voulaient pas voir leur liberté restreinte, parce qu'ils craignaient que le niveau baisse. Si je l'ai inscrite ici, c'est en espérant qu'il n'y ait pas ce nivellement vers le bas et qu'on mette la barre le plus haut possible, quitte à ce que ce soit peut-être dur, mais bon. Et en salle des professeurs, on partage à peu près le même discours. Qu'est-ce qu'on cherche? À casser les écoles qui fonctionnent bien. Moi, je suis aussi pour la mixité sociale, mais mettre ça, le problème sur le dos de l'inscription, c'est un peu léger quand même. Hein. C'est comme si nous, école d'élite, entre guillemets, nous étions responsables du problème de société actuelle. Et donc c'est chez nous qu'on va venir dire il faut changer, alors que plus fondamentalement, la société ne change pas et les autorités ne font rien pour ces changements-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Mme Arena fait pour que la société soit plus juste? Concrètement. Vous souhaiteriez personnellement plus de mixité? Oui, tout en sachant bien que c'est difficile. C'est difficile de déraciner des élèves de leur quartier, de leurs amis, de leur groupe. Vous pensez que plus de vos élèves pourraient réussir dans un parcours supérieur s'ils étaient dans un milieu plus mixte? S'ils avaient plus de contacts, oui. Si on s'arrête à nos deux exemples, comment imaginer dans la situation actuelle que des élèves du Collège Saint-Pierre viennent à la fraternité, ou l'inverse, individuellement, il y a très peu de chances qu'ils le fassent. C'est bien ce qui rend peu optimiste cet ardent défenseur de la mixité. Tous les acteurs, aussi bien au niveau global qu'au niveau local, sont d'accord sur le diagnostic, sont d'accord sur le fait que notre système est inégalitaire et qu'il faudrait le changer. Mais dès le moment où il faut commencer à négocier et à venir avec des mesures plus concrètes, comme on ne sait pas prendre toutes les mesures ensemble, la première mesure concrète qu'on va prendre va toucher certains acteurs et pas d'autres. Et donc forcément, ces acteurs qui sont touchés ne seront pas d'accord d'être touchés sans les autres. Et donc, tant qu'on ne change pas tout, personne ne veut rien changer.
je crois que tout le monde a à gagner à une école plus mixte et plus égalitaire. D'abord parce que la société n'a pas intérêt à organiser le cloisonnement, le ghetto. On sait bien que le ghetto donnera de mauvais résultats. Et moi, je crois que le choix qu'on a, c'est ou bien investir pour une école plus mixte et une école plus égalitaire, ou bien investir pour construire des prisons et des centres fermés en IPPJ. Je crois qu'on n'a pas le choix. Les rétos du collège Saint-Pierre ont dignement fêté la fin de leur parcours. 85% d'entre eux ont obtenu leur diplôme en première session. La fête fut plus modeste au collège de la Fraternité, à l'image du nombre de réussites. Dans les classes que nous avons suivies, moins de la moitié des élèves ont obtenu des résultats suffisants pour décrocher leur diplôme. Il est aujourd'hui urgent de s'interroger sur l'efficacité de notre système éducatif. L'école en communauté française ne joue pas suffisamment le rôle d'ascenseur social. Alors est-ce que l'égalité doit être un but en soi? Il ne nous appartient pas de trancher la question. En revanche, nous estimons qu'il est inacceptable qu'autant d'élèves ne maîtrisent pas des compétences estimées comme élémentaires. Ces élèves constituent un véritable groupe à risque. La dualisation de notre enseignement est un fait. Encore faut-il trouver des solutions. D'autres pays ont relevé le défi d'un enseignement égalitaire. C'est le cas de la Finlande, par exemple. Serait-ce un modèle à suivre? Bonne idée. Allons voir ailleurs, car pour son rapport qualité-prix, l'enseignement de la communauté française se situe au dernier échelon des pays industrialisés, alors que la Finlande, elle, est tout en haut. Avec un budget tout à fait comparable, ce pays nordique prouve donc que l'échec scolaire n'est pas du tout une fatalité. En Finlande, le système scolaire est remarquablement efficace. Là-bas, il n'y a ni école d'élite, ni école poubelle. C'est la même école pour tous les enfants jusqu'à 15 ans et très peu double. Il faut dire que dans ce pays, l'éducation est la toute grande priorité nationale et que les enseignants sont très considérés. C'est donc après un voyage très instructif que Julie Morel et Natacha Maas répondent à cette question. L'école de la réussite est-elle possible ? Helsinki, une capitale nordique qui ne manque pas de charme, mais si nous avons décidé d'y faire escale, ce n'est ni pour admirer l'architecture, ni pour tester les bienfaits de la marche nordique. Depuis quelque temps, Helsinki a attiré à elle des touristes d'un nouveau genre. La Finlande a inventé, sans le vouloir, un nouveau concept de tourisme, le tourisme pédagogique. Depuis 2001 et la parution des fameux résultats PISA, les journalistes, les équipes télé et les délégations politiques du monde entier se sont succédés ici avec la même intention, découvrir la recette du succès de l'enseignement finlandais. Quels sont les ingrédients qui font que systématiquement la Finlande arrive en tête de classement, aussi bien en termes d'efficacité que d'égalité? Pour mieux comprendre, nous voilà donc sur le chemin des écoliers. Il est 8 heures, nous sommes dans un quartier populaire d'Helsinki. Un premier détail nous frappe, aucune barrière pour surveiller les allées et venues des élèves. L'établissement est ouvert sur l'extérieur. La règle ici, c'est responsabiliser les enfants. À l'école primaire finlandaise, il y a 9 niveaux, ce qui signifie que les élèves ont entre 7 et 15 ans, et jusqu'à 15 ans, ils ont tous le même programme. Comment tu t'appelles? Maï, oui, s'il te plaît. Chez nous, rappelons-le, on différencie les élèves dès l'âge de 12 ans avec des classes dites d'accueil, puis des classes techniques ou professionnelles. Pas question de ça ici, c'est un système unique. Tous les élèves ont le même nombre d'heures de langue, de maths, de sciences, de finnois. En maintenant le plus tard possible tous les étudiants dans l'enseignement général, le système finlandais est ambitieux. Voyons comment il y parvient. Ceci est un cours de maths, tel que ceux que nous connaissons. La différence est ici, ceux qui sont largués ont cours dans un autre local. Ils ne travaillaient pas très bien dans leur classe normale. Ils n'étaient pas motivés et leurs résultats n'étaient pas bons. Et ils ont le même cours que dans la classe normale, que les autres élèves? Oui, c'est à peu près la même chose, parfois un peu moins difficile.
Quelle est la différence alors? J'essaie de leur donner un enseignement individualisé. En fait, je m'adresse à eux en tant qu'individus et donc je leur parle ouvertement. S'ils n'ont pas fait leur devoir, par exemple, je prends ça comme un fait et alors on redémarre à partir de ce qu'ils savent. Ce système de remédiation a aujourd'hui fait ses preuves. Étonnant, le redoublement n'existe plus. Ça existe, mais je ne me souviens pas quand c'est arrivé la dernière fois dans notre école. En fait, ça concerne peut-être un élève ou deux sur 600 chaque année. Ces enseignants ont pour mission de repérer le plus vite possible où sont les difficultés d'apprentissage, et cela dès les premières classes. Dans cette école, il y a 22 nationalités. En Finlande, comme n'importe où ailleurs, les élèves d'origine immigrée peuvent présenter plus de difficultés. Nous avons assisté à un cours d'aide en finnois. Donc ce sont tous des étrangers. À la maison, les parents ne parlent pas ou parlent mal finnois, donc ils ont du mal à aider leurs enfants et on leur donne des cours supplémentaires pour la langue qui n'est quand même pas si facile. Cette institutrice est spécialement formée pour la remédiation. Absolument, c'est pas quelqu'un qui fait ça après ses cours, mais elle est formée pour ça, donc elle a d'autres méthodes très ludiques ou très performantes. Les enfants peuvent avoir des problèmes d'organisation, de concentration ou encore de dyslexie. En tout cas, chacun a droit à avoir une éducation adaptée à ses besoins spécifiques. C'est inscrit dans la loi sur l'enseignement. Ce jeune Finlandais a habité au Cameroun plusieurs années. Il y fréquentait un lycée français. Mika regrette le soleil, pas l'école. Ici, l'école est faite pour réussir. Donc, tous les gens qui viennent à l'école vont réussir l'école. Dans le système français dans lequel tu as été pendant quelques années, qu'est-ce qui te plaisait le moins? Ici, c'est un peu moins... il y a moins de profs qui nous crient dessus. C'était plus autoritaire? Oui, c'était plus autoritaire, oui. Tu as l'impression qu'il y a plus une relation d'égalité entre le professeur et les élèves? Oui, même trop. Petit détail néanmoins significatif, Mika, comme tous les élèves finlandais, tutoie ses professeurs, une indication quant à la nature de la relation prof-élève. Donc les professeurs sont là pour aider les élèves plutôt que pour les critiquer. On a l'impression en tout cas que c'est un système qui aujourd'hui sanctionne moins. C'est ça justement. Oui, quand j'allais à l'école, on calculait ce qui était faux. Donc on cherchait des erreurs, maintenant on cherche les points forts. Donc vous cherchez les points forts de vos élèves? On cherche les points forts, oui, toujours. Autrement dit, les profs préfèrent le bic vert au bic rouge. Prenons un instant pour récapituler. 2 grands principes à l'école finlandaise, personne ne peut être à la traîne, c'est de la responsabilité du prof. Et puis, 2e principe, tous les élèves doivent suivre toutes les matières. Et oui, y compris les matières pratiques, qu'ils soient filles ou garçons, on estime ici que la musique, la cuisine, la menuiserie ou encore la couture font partie des apprentissages de base nécessaires à tous. Je ne voudrais quand même pas devenir menuisier. Mais c'est bien pour faire du bricolage à la maison. Ma maman a un atelier à la cave. Ce système finlandais, aujourd'hui bien rodé, n'est évidemment pas tombé du ciel. Il a été l'objet d'une longue réflexion politique dans les années 70. Avant les années 70, je pense que c'était comme partout ailleurs en Europe, c'est-à-dire qu'il y avait un système très sélectif. Qu'est-ce qui a été le déclic du changement ? On a peut-être voulu essayer ce système dans un souci égalitaire. Donc il y a une loi qui est passée pour dire que chaque enfant devait avoir la même possibilité d'étudier, avoir les mêmes chances. Donc on a commencé à avoir ces grandes idées. On a pensé par exemple que le redoublement n'arrangeait absolument pas les choses, que l'enfant n'apprenait pas mieux s'il redoublait, refaisait exactement le même programme. Donc il fallait essayer de voir dès les plus jeunes années s'il y avait des difficultés, comment les résoudre, comment aider. Une
Une petite pause, 10 minutes pour souffler et se défouler, c'est comme ça à la fin de chaque cours. Voilà encore une de ces petites mesures qui rendent l'enseignement finlandais séduisant. Mais c'est quand même ce redoublement inexistant qui surprend le plus. Et c'est normal, puisque chez nous, c'est plus de la moitié des élèves qui doublent au moins une fois en primaire ou en secondaire. En plus d'être inefficace, c'est évidemment coûteux. Incroyable, le budget de l'enseignement finlandais n'est pas plus élevé que le nôtre, mais il est mieux utilisé, il atteint son objectif. On voulait donner à tout le monde une meilleure éducation. Et on a appris d'une certaine manière qu'on gaspillait trop de talent quand les jeunes n'allaient pas aussi loin qu'ils le voulaient dans leur formation. Quelle était la principale difficulté pour faire passer la réforme dans les années 70 ? C'est qu'il y avait beaucoup de parents qui avaient peur que leur enfant n'ait plus un aussi bon niveau. Ils avaient peur que le niveau d'éducation baisse, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été un changement facile, mais on est tout de même arrivé à un consensus politique après quelques années. Combien de journalistes sont venus vous voir avant nous cette année ? C'est une bonne question. Il y en a eu vraiment beaucoup. Plus de 300, je pense, 300 équipes cette année. Il est 14h, retour à la maison. Au revoir. Au revoir. Ces vélos et tous ces élèves à pied nous indiquent que personne n'habite très loin. En fait, ces jeunes ne se sont même pas posé la question de savoir dans quelle école ils allaient aller. En Finlande, on va dans l'école de son quartier. Les élèves sont d'ailleurs inscrits d'office dans l'école la plus proche. Certains élèves habitent ces jolies maisons, d'autres ces immeubles sociaux. Ici, la mixité sociale à l'école n'est pas un vain mot. Tous les logements n'ont évidemment pas le même standing, mais quand on se promène à Helsinki, on est quand même assez frappé par une certaine uniformité. Il y a peu d'immeubles clinquants, peu de taudis. Finalement, c'est à l'image de la société finlandaise, très égalitaire. Société égalitaire, donc école égalitaire, n'est-ce pas simplement là l'explication ? Une étude de l'UCL a été menée à ce sujet. Elle indique que l'état des inégalités dans la société a une influence évidemment, mais cette étude montre aussi que l'organisation du système scolaire va renforcer ou atténuer ces inégalités. Et le système finlandais, sans aucun doute, les atténue. Autre école et nouveau motif de surprise. Dans cette classe, le cours se donne en russe. Ces élèves, comme plusieurs milliers d'autres, suivent des cours supplémentaires dans leur langue maternelle. Ces cours existent dans pas moins de 50 langues. En Finlande, nous n'avons pas encore beaucoup d'enfants immigrés, mais il y en a de plus en plus. On a donc mis ce système en place. Ça permet d'avoir des heures supplémentaires en finnois et en culture finlandaise, mais aussi dans leur langue maternelle et à propos de leur culture, parce qu'on pense que c'est important pour un enfant d'apprendre sa langue et de penser dans cette langue et de bien l'utiliser. Et c'est aussi important pour le développement de leur personnalité et pour comprendre leur culture. C'est pourquoi on a mis pas mal de moyens pour offrir cette possibilité. Toujours dans un souci égalitaire, la Finlande a veillé à ce que l'enseignement prodigué soit le même dans tout le pays. Tous les enfants doivent avoir des chances d'émancipation sociale identiques, même dans les zones les plus reculées. Nous sommes à une bonne heure de route d'Helsinki, le paysage a changé, mais pas l'école. Les infrastructures sont performantes et comparables à ce qu'on a vu en ville. Un exemple, c'est un intranet qui permet de communiquer avec les parents et que nous fait découvrir la directrice. Les parents sont vraiment contents qu'on ait ce genre de système. On choisit le logo qui correspond à certains comportements de l'élève. Si on se comporte mal, par exemple, si on est en retard,
si on n'a pas fait ses devoirs ou si on a été mis à la porte de la classe. Le plan national d'enseignement finlandais oblige les écoles à coopérer avec les parents. Ce plan oblige aussi tous les profs à utiliser l'informatique, quelle que soit la branche enseignée. Nous sommes au cours d'anglais et comme pour la plupart des cours ici à l'école fondamentale, l'informatique est intégrée dans la formation. Ce n'est pas tout à fait innocent puisque depuis la crise importante du début des années 90, la crise qui a suivi la chute du bloc de l'Est, la Finlande a misé énormément sur le développement des hautes technologies. En Finlande, on demande beaucoup aux profs, mais grosse différence avec ce que nous connaissons, cette profession est ici très estimée. En première page de ce quotidien national ce matin, on explique que cette année encore, il y a 10 fois trop de candidats à la formation d'enseignants. Vu de la communauté française, où la pénurie de profs est chronique, ça fait rêver. Enseignant, c'est une profession à succès en Finlande. Ce sont les meilleurs étudiants qui veulent devenir profs. Quand ces jeunes gens deviennent professeurs, ils sont vraiment très bons dans leur travail. Ils ont reçu une formation de qualité. Donc je pense qu'on a les meilleurs profs du monde. C'est un de nos secrets. Des enseignants motivés, hautement qualifiés, tous sont universitaires, y compris ceux qui enseignent en maternelle. La maternelle, c'est la base de tout. Et c'est important de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Tout découle de ce qu'on leur apprend à cet âge-là. Et on est assez loin de cette situation chez nous. La Belgique est le pays européen où la formation des enseignants est la plus courte. Tous ces enfants iront à l'école, tous ensemble, jusqu'à 15 ans. Ensuite, ils peuvent aller au lycée. Plus de la moitié des Finlandais choisissent l'enseignement général jusqu'à 18 ans. C'est beaucoup plus que chez nous. Les Finlandais peuvent aussi choisir d'aller dans une école professionnelle. L'école d'hôtellerie d'Helsinki est une de ces écoles professionnelles où on ne rentre pas parce qu'on a raté ailleurs. Pour être admis ici, il faut avoir réussi l'école fondamentale et même avoir de bonnes notes. La cote maximum est 10 et moi j'ai eu 9, donc ça a plutôt bien marché. Apparemment, c'est assez difficile de rentrer ici. Oui, c'est sans doute l'école d'hôtellerie la plus connue de Finlande. C'est assez difficile. Et comment se fait-il que tu parles un si bon anglais ? En fait, je ne sais pas. C'est sans doute parce que j'avais un bon prof à l'école primaire. Le voyage pédagogique était des plus convaincants. Voici ce que nous en retiendrons. En Finlande, tout le monde a le même programme, un tronc commun qui ne différencie pas les élèves avant l'âge de 15 ans. Les enfants en difficulté ont droit à une remédiation, des cours de rattrapage systématiques et personnalisés. Du coup, ça explique qu'il n'y ait quasi pas de redoublement. Les parents ne choisissent pas l'école de leurs enfants. Et puis, il existe des programmes de soutien spécifiques pour les élèves immigrés. Question formation, tous les enseignants sont universitaires. Et enfin, l'enseignement professionnel est valorisé. Vous l'aurez compris, l'éducation est la priorité numéro 1 des Finlandais. Il existe ici une politique globale, cohérente, avec des objectifs très clairs. Alors sans doute que le système n'est pas transposable tel quel chez nous, mais si on veut que les choses avancent, ce serait sans doute idiot de ne pas s'inspirer de quelques recettes. Notre carte postale de Finlande est-elle déjà parvenue à Maria-Reena? En tous les cas, notre ministre de l'Enseignement a pris une mesure qui vise à empêcher certaines écoles de pratiquer une sélection à l'entrée du secondaire. Le début des inscriptions pour l'année prochaine est fixé au 30 novembre prochain. Premier inscrit, premier admis. La semaine prochaine, nous plongeons dans un tout autre monde, celui du poker. Un véritable fait de société. Chez nous, il y aurait déjà plus de 100 000 joueurs qui tapent la carte pour de l'argent en toute inégalité. Avant de nous quitter, une bonne nouvelle pour les internautes. Question à la Une a désormais un blog accessible en tapant la une en un mot.be.
En plus, le magazine est maintenant en ligne. Vous pouvez donc nous regarder autant de fois que vous voulez. On n'arrête pas le progrès. Allez, bonne soirée quand même.